Mesdames et messieurs, bonjour. Week-Eco s'ouvre cette semaine sur deux sujets brûlants d'actualité, deux augmentations majeures de prix. La première concerne l'essence de contrebande dite Payotte, dont le litre est passé de 350 à 500, voire 600 francs CFA par endroit. La seconde est relative au GSM, dont les nouveaux tarifs sont passés du simple au quadruple. Et puis, depuis, des langues se délient. Ces deux sujets d'actualité feront successivement objet de décryptage et de dossier de la semaine dans cette émission Week-Eco. Mais avant, mesdames et messieurs, vous auriez suivi la revue de presse économique de la semaine et le mini-journal que nous présente Estelle Espérance Oropazou, déjà en position. Bonjour Estelle. Bonjour à vous, Roch. La pleine forme? Ça va très bien. Et chez vous? Ça va très bien également. À vous le journal. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. La Chine et le Bénin, c'est une coopération qui ne cesse de se renforcer depuis des années. À la faveur du sommet sino-africain dernier, le Bénin a renforcé cette coopération avec à la clé d'énormes retombées. L'ambassadeur de la Chine au Bénin revient sur les axes forts de la coopération sino-africaine et principalement sino-béninoise. Ulvaeus Balogun nous en fait le point. Le Forum sur la coopération sino-africaine a planté le décor d'une nouvelle vision dans la poursuite de l'action menée par la Chine sur le continent africain. L'ambition aujourd'hui est de construire une communauté de destin encore plus solide. Le président Xi a annoncé une initiative majeure que la Chine est prête à mettre en œuvre en priorité dans les 3 ans à venir pour promouvoir la coopération sino-africaine. Premièrement, initiative pour la promotion industrielle. Deuxième, initiative pour l'interconnexion des infrastructures. Troisième, initiative pour la facilitation du commerce. Quatrième, initiative pour le développement vert. Cinquième, initiative pour le renforcement des capacités. Sixième, initiative pour la santé. Septième, initiative pour les échanges humains et culturels. Huitième, initiative pour la paix et la sécurité. Alors, pour favoriser la bonne mise en œuvre de ces initiatives, la Chine est prête à fournir un soutien de 60 milliards de dollars américains à l'Afrique sous diverses formes comme aide gouvernementale, investissement et financement par des entreprises et institutions financières. Et si la coopération sino-africaine a porté des résultats fructueux, celle avec le Bénin est vivifiée grâce à la signature de l'accord cadre de coopération pour la création conjointe d'une entreprise sino-béninoise d'investissement et la création d'un centre culturel Confucius avec pour objectif principal le partage d'expériences entre Chinois et Béninois. À travers cette visite, les deux parties sont prêtes à renforcer la coopération dans beaucoup de domaines, comme le commerce, l'investissement dans le secteur agricole, industriel, la construction infrastructurelle, le tourisme, la culture, l'éducation, etc. Nous attendons des échanges plus fréquents entre les deux parties pour aboutir à un accord de coopération générale et des effets concrets. Des effets concrets qui doivent aboutir à un renforcement économique des liens entre les deux pays pour une mise en œuvre efficiente des projets. L'ambassade est prête à conjuguer ses efforts avec les ministères béninois concernés ainsi que les institutions du Bénin pour faire avancer à pas sûr les projets définis.
La Chine et le Bénin entendent ainsi approfondir la coopération, réaliser le développement économique et faire face aux défis de la mondialisation dans le cadre d'un partenariat stable, équitable et gagnant-gagnant. Et puis la Chine et le Bénin, un mariage toujours fécond, est-on tenté de dire. Cette fois, l'Empire du Milieu veut aider le Bénin à atteindre l'objectif zéro insécurité alimentaire. Le Forum Partage 2018 organisé a dévoilé les réalisations et opportunités qu'offre la Chine au Bénin. Bernard Djogbe et Patrick Adiabodjou pour le reportage. Depuis les années 2000 à ce jour, la Chine mise sur le continent africain. Près d'une vingtaine d'années d'amitié et plus de 10 000 entreprises chinoises seraient actives en Afrique, selon le cabinet américain McKinsey. En Afrique de l'Ouest, les relations de réciprocité entre la Chine et le Bénin connaissent une croissance effrénée, surtout dans le domaine agricole. Il y a 3 points essentiels à saisir pour cette coopération agricole sino-béninoise. D'abord, il y a le Sucopé, une société Sucopé, donc une société de sucre à Savé. Et puis il y a aussi le CPT à Lokossa, donc une société à capitaux mixtes entre le Bénin et la Chine. Et puis il y a aussi le centre pilotage agricole sino-béninois, qui se situe à Semeboji. Faire du Bénin une puissance agricole à fort potentiel, avec de réelles opportunités d'investissement. La Chine est l'un des partenaires privilégiés du Bénin. La Chine peut accompagner le Bénin, appuyer le Bénin à l'installation des unités de transformation, à l'installation des unités de mécanisation agricole par exemple. Et sur le plan de mise en marché, je pense qu'aujourd'hui, la Chine a besoin du soja. Le Bénin peut fournir sa production de soja à la Chine. Le marché existe, la demande elle est forte. J'ai même peur que le Bénin puisse satisfaire quand même ce grand marché. Le textile est promu par la Chine à la faveur de cette rencontre de partage d'informations initiée par l'ambassade de la Chine près le Bénin. Les efforts de l'Empire du Milieu sont salués. Vous savez qu'aujourd'hui, 99% de notre production de coton est vendue sur le marché sans être transformée. Seulement 1% est transformé par une usine textile qui est installée, je crois, à Lokossa. Donc, en matière de coopération et sur le plan des textiles, la Chine représente une opportunité pour le Bénin. La mécanisation agricole atteint près de 50% des surfaces cultivées en Chine. La culture du riz est mécanisée à 68% et celle du maïs à 100%. Du labour à la récolte, voire la transformation, le Bénin veut compter sur l'expertise de la Chine. On a besoin de produire de la viande, ça fait partie des domaines où on a des déficits. Donc la Chine a de l'expertise. Ils ont de l'avantage dans la production de poissons avec des technologies de pointe. En matière de transformation ou de conservation, nous avons beaucoup de choses à apprendre de la Chine et peut-être aussi à donner. L'échange n'est jamais unilatéral. Depuis une quarantaine d'années, la coopération sino-béninoise a connu plusieurs acquis. Avec des vingtaines d'infrastructures qui ont été réalisées avec le don du gouvernement chinois dans le domaine agricole, dans le domaine numérique, dans le domaine de PDP. Mais la coopération ne s'arrête pas là. La Chine s'engage à aider le Bénin à développer les filières agricoles à haute valeur ajoutée pour une autosuffisance alimentaire et la croissance économique. La recrudescence des crises épidémiques dans la sous-région préoccupe les experts et acteurs impliqués dans la gestion épidémique. À la faveur d'un exercice international de simulation de crise, le dispositif de riposte du Bénin a été éprouvé par le biais du projet 48. Objectif, améliorer justement le niveau régional de préparation et de riposte. Jules Akweïkou, Emeré Sergadonou et Ulvaeus Balogun. Depuis quelques jours, un virus de type MERS-CoV mutant dénommé AVSP48-CoV est détecté dans la sous-région et circule aussi au Bénin. Au total, 15 cas, dont 6 décès ont été enregistrés dans le département du Borgou.
Le Bénin vient d'être frappé par une épidémie. Tel est en tout cas le scénario de cet exercice international de simulation d'une crise épidémique majeure. Une simulation pour évaluer les capacités actuelles de gestion régionale des crises épidémiques. Au moment où je vous parle, il y a une épidémie qui sévit dans la région, qui sévit en même temps au Cameroun, au Gabon et au Bénin. Voilà, en fait, c'est une épidémie fictive et c'est un exercice qui va permettre à ces pays de travailler en régional et de travailler en national et de tester leur réactivité, leurs procédures, leur système, leur plan vis-à-vis des épidémies. Ici, c'est la cellule interministérielle de crise. Sa mission, répondre efficacement aux solutions d'urgence épidémique en développant des stratégies au niveau local de façon durable pour renforcer la prévention, les protocoles de surveillance et de suivi ainsi que les procédures d'intervention. On a des cas confirmés, des cas suspects, il y a eu des décès au niveau des hôpitaux, donc il faudra un point sur la prise en charge. Donc c'est une prise en charge adéquate parce qu'on a un virus qui est mutant, avec des syndromes respiratoires, un syndrome méningé, un syndrome neurologique. Donc il y a des cas qui sont assez compliqués, donc prise en charge. Le mode de contamination par voie aérienne, avec le contact avec les fluides corporels, donc ça demande une isolation, une mise en quarantaine, donc prévention et contrôle des infections qu'il faut appliquer dans toutes les structures sanitaires. L'autre mesure qui a été préconisée, c'est les laboratoires. Vous savez qu'il faut des diagnostics, il faut caractériser le virus, il faut caractériser les pathogènes pour pouvoir lutter contre le pathogène. Donc ça, renforcement du laboratoire, que ce soit au niveau de la santé humaine, au niveau de la santé animale et au niveau de la santé environnementale. Se préparer à une menace épidémique, la simulation vient en amont pour mettre les autorités nationales et régionales dans les meilleures dispositions possibles pour la gestion des situations épidémiques. Pour gérer une crise, c'est une préparation permanente. Parce que quand la crise vient, il faut éviter de paniquer. C'est pourquoi nous éprouvons le dispositif. L'intérêt de cet exercice, c'est de tester notre réactivité par rapport à un phénomène de santé indésirable. C'est de voir les failles dans le dispositif que nous avons mis en place et de corriger, de tirer les leçons de ce qu'on a eu et de corriger éventuellement les difficultés ou bien d'apporter des éléments nouveaux. Cette simulation est l'occasion de tester l'ensemble des acteurs locaux sur la gestion et la communication de crises en situation épidémique, sur la gestion des alertes précoces en épidémiologie et sur le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Et c'est la fin de ce mini-journal. Merci de l'avoir suivi et à dimanche prochain. Merci Estelle Pazou pour ce journal très bien présenté. À dimanche prochain, si tout va bien. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre avec cette émission Wikeko et à présent laisser la place à la revue de presse économique de la semaine réalisée par Ulvaeus Balogun. Bienvenue à la revue de presse économique de cette semaine. L'actualité, c'est l'adoption en Conseil des ministres du projet de loi des finances 2019. La Nation en parle à sa manchette. Projet de loi de finances 2019, de meilleures perspectives pour l'économie béninoise. D'après le quotidien de service public, ce projet de loi de finances gestion 2019 connaît une augmentation de 0,8% et s'établit en recettes et dépenses à 1877,543 milliards de francs CFA contre 1863,918 milliards de francs CFA en 2018. Ce qui fait dire à l'économiste 1877,5 milliards de francs CFA prévus pour le budget 2019. Le journal précise que les ressources du budget de l'État pour la gestion 2019 connaîtront une hausse de 8,9% par rapport à 2018. Cette amélioration des recettes budgétaires projetées s'accompagne d'une politique de sécurisation des recettes à travers la dématérialisation des procédures de recouvrement
et l'interconnexion des bases de données des contribuables. Fraternité, dans la même dynamique, affiche une prévision de 1877,543 milliards et conclut que l'évolution positive des indicateurs va impacter le budget général de l'État pour les années à venir. Ainsi, au regard du cadrage économique, il est projeté une hausse de 10,1% du budget en moyenne sur la période 2019-2021. Afrique Express donne la même information. Budget de l'État gestion 2019, les ressources et les charges évaluées à 1877 milliards 543 millions de francs CFA. En croit le quotidien, la mise en œuvre du budget à travers l'application des mesures qui y sont contenues permettrait une accélération du rythme de croissance économique du Bénin dans un contexte non inflationniste et de maîtrise du déficit budgétaire qui devrait se situer en dessous de 3%, tel que prescrit par les critères de convergence de l'UEMOA et conformément au programme économique et financier conclu avec le FMI. Le journal conclut alors le projet de loi de finances transmis à l'Assemblée nationale. D'un projet de budget à un autre et à propos du projet de budget de l'Assemblée nationale gestion 2019, Fraternité écrit les réserves du gouvernement. Le journal explique que le budget est de 30 milliards en hausse de plus de 100% par rapport au budget du Parlement gestion 2018 en cours d'exécution et qui est évalué à plus de 14 milliards de francs CFA. Mais la Nation précise que le ministre des Finances a fait avorter les travaux. Le motif, c'est qu'il a souhaité jeter un coup d'œil sur le document avant son vote. Parlons hausse des prix de la communication avec l'économiste qui écrit taxe sur service des GSM, les nouveaux tarifs appliqués sans aucun avertissement. Le journal dit ne pas comprendre que malgré le cri de cœur des populations, le décret portant introduction d'une communication sur la consommation des services de communication électronique est entré en application. Les conséquences de l'inondation, on en parle avec la dépêche qui titre « Plus de 200 hectares de culture de riz engloutis par les eaux dans le Zou. Nécessité de voler au secours des sinistrés ». À l'origine de la situation, d'après le journal, les dégâts causés par le débordement de fleuves ayant ravagé plusieurs hectares de cultures vivrières. Les sinistrés, larmes aux yeux, évaluent leur perte à une vingtaine de millions de francs CFA sans prendre en compte les bénéfices escomptés. C'est tout pour cette revue économique. Portez-vous bien. À la prochaine. Merci Ulvaeus Balogun. Portez-vous également bien. À dimanche pour une autre revue de l'actualité économique de la semaine. Et je vous l'annonçais en introduction, nous allons parler dans quelques petites secondes en décryptage justement de la pénurie et de la hausse de l'essence de contrebande, communément appelée Payor. C'est tout de suite. Et ils sont là, mes invités. J'ai le plaisir de vous présenter Arnaud Doumaou. Bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes journaliste au quotidien Fraternité. Vous êtes déjà passé plusieurs fois sur cette émission. Merci d'être à nouveau là. C'est moi. Et en face de vous, Marcel Zoumenou. Bonjour. Bonjour, Roch. Vous supportez la période. Tout à fait. D'accord. Lui, il est journaliste au quotidien La Nouvelle Tribune qui a quelques soucis par ces temps-ci. En tout cas, vous demeurez journaliste et c'est en cette qualité que nous vous avons invité sur ce plateau justement pour décrypter avec nous cette actualité de 350 francs. On est passé à 500 voire 600 par endroit. L'essence de contrebande a connu une augmentation. Selon vous, c'est dû à quoi? Bon, c'est difficile hein, de dire les raisons, de dire exactement la cause. Mais parce qu'il y a plusieurs thèses qui voilà, on peut faire nos analyses. Je sais que le cartel de Payor qui alimente... Le cartel de Payor qui... Vous employez des mots assez forts. Oui, oui. Le cartel de Payor qui alimente Cotonou à 80% presque... l'habitude de transporter son produit par le biais des grandes pirogues qui font la lagune jusqu'au Nigeria. Et donc,
on pourrait dire, et crois que la première raison, c'est la montée des eaux du fleuve Womé, et donc depuis Atakora jusqu'à l'embouchure de Cotonou. Ce sont les raisons apparentes qui ont été avancées, mais il y a d'autres thèses qui véhiculent que c'est parce qu'on a voulu fermer la source d'approvisionnement de ce liquide qu'on a vécu au cours de la semaine cette situation de pénurie d'essence. Non, je crois qu'il faut nuancer. On ne peut pas, en tout cas pour ce que je sais, il sera très difficile pour le gouvernement de fermer les sources. Par contre, le gouvernement peut travailler pour fermer les vannes parce que la source est au Nigeria. Et donc, jusqu'à cet instant où je parle, je ne suis pas sûr qu'il y ait un accord où c'est interdit aux stations et au Nigeria de vendre du pétrole. Parce qu'en réalité, les gens qui vont aller s'approvisionner vont s'approvisionner soit dans des stations au Nigeria ou auprès de vendeurs qui sont dans le secteur informel là-bas. Et donc, il sera très difficile pour le gouvernement d'intervenir directement sur le territoire et pour empêcher les gens de vendre. Par contre, le gouvernement peut travailler pour un peu essayer de sécuriser un peu les frontières pour empêcher le produit d'entrer sur le territoire national. Et là encore, je trouve que ce serait un véritable travail de fourmi parce que nous savons que les frontières entre le Bénin et le Nigeria sont assez poreuses. Très poreuses. Oui. Et donc, il sera très difficile de faire. Par contre, j'ai appris qu'il y a, en vue de l'assainissement du secteur, il y a des regroupements qui se font actuellement et avec le gouvernement pour d'abord sensibiliser et mettre les vendeurs dans des milieux organisés. Et donc, à partir de ça, il y a des discussions en cours avec le gouvernement. Est-ce que c'est au cours de cette décision que cette décision a été prise? C'est difficile de l'avouer tout de suite ici. Ok, très bien. Arnaud Toumaou, malgré le prix élevé de l'essence de contrebande, c'est passé de 350 à 500, voire 600 par endroit. On n'a pas vu les consommateurs aller s'aligner au niveau des stations d'essence. Pourquoi cette ruée vers justement la contrebande? Oui, d'ailleurs, je vais d'abord dire que je partage tout à fait les observations de Marcel. Oui. Mais vous savez que le payeur, c'est d'abord la proximité. Le payeur, c'est la proximité. Avant qu'on ne parle maintenant du rapport prix. Du rapport prix. Et aussi qualité. Bon, qualité, on dira que le payeur n'est pas de qualité. Bon, encore que là, ça reste à discuter. Non, ça ne reste pas à discuter. Lorsque vous allez chez votre mécanicien, vous commencez à avoir des problèmes de pompe d'essence, le mécanicien vous dit c'est la qualité de l'essence que vous prenez. C'est ça qui endommage justement les moteurs. Mais justement, quand vous allez au Nigeria, l'essence qui est vendue au Nigeria, c'est le même essence quand même qui est rapporté au Bénin. Oui, mais les conditions de transport, Marcel l'a dit tout à l'heure. Non, je ne doute pas. Au Nigeria, ce carburant n'est pas de qualité. Je ne doute pas de la qualité de l'essence à la source d'approvisionnement, mais c'est le transport de l'essence. Et Marcel l'a dit tout à l'heure, le cartel de ce liquide passe justement par la voie fluviale. Et vous savez très bien les conditions dans lesquelles les bidons sont transportés, des fois pour contourner la douane. Les gens font passer les bidons dans l'eau. Je suis d'accord avec vous, cher Roch. Oui. Mais vous savez que les médicaments ne sont pas tenus dans de bonnes conditions dans toutes les pharmacies. Et pourtant, ça reste quand même des médicaments de qualité. C'est pour dire que c'est vrai qu'il se peut qu'il y ait par moment des produits, certains produits qui infiltrent la qualité, qui affectent la qualité de l'essence. Mais nous dit de façon d'office que c'est de mauvaise qualité, je dis, ça reste à démontrer. Étant donné d'ailleurs que lorsqu'on parle de payeur, lorsqu'on met l'accent, le doigt sur la qualité de l'essence, il faut quand même des laboratoires pour nous dire, voilà pourquoi véritablement ce carburant est de mauvaise qualité. On n'a jamais eu ça. On s'est tout le temps contenté de payeur. Encore que là aussi, le gouvernement n'a jamais dit, en tout cas, quand vous avez suivi l'actualité tout récemment, on a parlé d'essence de contrebande. Oui. Et le chef d'État a dit, nous n'allons pas supprimer cela, mais nous voulons les réorganiser. Leur trouver Est-ce parce que l'État s'est rendu compte qu'il lui sera difficile, tout comme les régimes qui l'ont précédé, d'arriver à bout de ce commerce? Oui, tout à fait. C'est pour ça, tantôt, même si le payeur passe à 600, on prendra du payeur. Parce que même pour trouver
les stations-service chez nous, ça ne coupe pas les rues. Mais aujourd'hui, on a vu plein de stations qui poussent du jour au lendemain. Il y a un grand effort qui est fait. Au niveau notamment de la ville de Cotonou. Non, pas seulement de Cotonou, mais un peu partout sur le territoire national. Surtout aujourd'hui au niveau de la ville de Cotonou. Oui, quand vous quittez Cotonou, il vous faut faire des kilomètres avant de trouver des stations-service. Lorsque vous quittez Cotonou-Calavi, avant de trouver des stations-service, ça pose toujours mais c'est de façon progressive, ça va être installé, les stations. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais on constate quand même que la question de la proximité, c'est d'abord le premier élément. Lorsque vous avez besoin d'une denrée et il vous faut parcourir des kilomètres, alors qu'à juste à côté, vous avez une solution de proximité, je suis sûr que vous choisissez la solution de proximité parce que c'est d'abord une question d'économie à votre niveau. D'accord, très bien. Apparemment, quand on suit les explications de Arnaud de Mahon, ce n'est plus le coût qui fait fuir justement les consommateurs. Est-ce que vous partagez cette opinion? Oui, il y a tout le débat sur le rapprochement du produit avec le consommateur. Et à ce niveau, bien que nous devons saluer les efforts qui sont faits actuellement pour multiplier les stations, et moi je continue de dire que c'est dans les grandes villes que cet effort est fait. Quand moi je quitte par exemple Cotonou, je vais aller à Porto-Novo, peut-être jusqu'à hauteur de Pika 15. Après Pika 15, tu ne verras plus de stations jusqu'au Carrefour Semekoji. Et du Carrefour Semekoji jusqu'à l'entrée de la ville de Porto-Novo, tu ne trouveras plus de stations. Et donc, il y a un travail à faire pour que les stations soient assez multipliées à l'intérieur du pays et sur les grands axes routiers. Je crois qu'il faut au minimum 1 km, à chaque 1 km, il doit y avoir de stations. Quand on doit finir de régler ce problème, il faut régler le problème du prix parce que même si à nous, on n'a pas semblé le dire, il y a toujours le prix qui fait fuir. Je crois qu'aujourd'hui, pour les bidons, les inscriptions que j'ai vues sur les bidons en venant ici tout à l'heure, ça tourne autour de 400, 425. Il y a une baisse substantielle. Oui, depuis hier. Mais dans les stations, c'est autour de 500, 510, 550. Donc, ça fait 100 francs de différence. Pour des Béninois qui vivent aujourd'hui dans la morosité, 100 francs, c'est beaucoup. Mais lorsqu'on écoute la thèse de certains économistes, et ils estiment que le Bénin pouvait, comment dit-on, s'approvisionner auprès du Nigeria au lieu d'aller s'approvisionner au niveau des pays européens, des pays occidentaux en camion. Et là, ça reviendrait peut-être moins cher aux consommateurs. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Oui, c'est possible parce que, contrairement à ce qu'il est dit, l'essence du Nigeria n'est pas de l'essence Bayon. C'est peut-être avec les conditions de transport que ça... Mais en disant cela, je voudrais nuancer un peu. Il y a deux sortes d'essence du Nigeria. Il y a l'essence que les gens, les grossistes vont aller acheter dans les stations. Mais il y a également une sorte d'essence qui nous vient ici et qui est le produit du sabotage des installations. C'est-à-dire que vous savez que des groupes de jeunes vont siphonner parfois de l'essence sur les pipelines et vous voyez parfois de l'essence qui est purement rouge. Et on sent que le processus de raffinement... c'est l'essence siphonnée qui est de couleur rouge. C'est un technicien de laboratoire. C'est ce qu'un spécialiste m'a dit un jour. Ça veut dire que le processus de raffinement n'est pas encore arrivé à terme. Et donc, il y a encore des déchets, d'autres produits dedans qu'il faut extraire. Et donc, quand on aura fini de régler ce problème, je crois qu'il y a un accord que le gouvernement béninois peut faire avec le gouvernement nigérian pour importer officiellement du pétrole. Mais là aussi, il y a un autre problème parce que l'essence que le Nigeria vend, le Nigeria le subventionne lui-même. Et s'il ne le subventionnait pas, ça allait peut-être coûter plus cher. Et moi, je ne sais pas si le gouvernement nigérien va vendre ce que lui-même subventionne pour ses populations, va le vendre à d'autres pays étrangers. Il y a tout un tas de problèmes qu'il faut régler. Et quand on aura fini de régler le problème, je crois que les États peuvent s'entendre pour que cela soit possible. Alors, on a senti les conséquences de cette pénurie sur pratiquement toutes les activités. Est-ce que vous pensez qu'un jour, le Bénin peut s'affranchir de la dépendance nigériane? Franchement, c'est une grosse question. Parce que vous savez qu'il n'y a pas du mal à être, pour le moment, quand vous n'avez pas encore grandi sous la dépendance de quelqu'un, ne serait-ce que pour la période de la croissance. Pour le moment, je crois que le Bénin a collaboré avec le Nigeria, étant donné que nous sommes dans une truc de coopération régionale et sous-régionale, et au-delà du fait
que nos États soient indépendants, il faut quand même des coopérations au plan économique pour quand même que chacun puisse en tirer profit. L'essentiel pour le Bénin, ce n'est pas forcément de rompre les amas avec le géant de l'Est, non, du tout pas. Au contraire, je crois qu'il suffira beaucoup plus de définir, de redéfinir les accords, de redéfinir les axes de coopération sur lesquels le Bénin, qui pourront permettre au Bénin de mieux profiter du Nigeria. Merci à vous, Arnaud Doumahou. Cela tient lieu de votre mot de fin. Également à vous, Marcel Zoumaou. Zoumenou, pardon. Zoumenou, juste quelques secondes pour votre mot de fin. Très rapidement. Non, mais je crois qu'il n'y a pas de gêne à être dépendant du Guinée vis-à-vis du pétrole. Nous, on n'a pas du pétrole. Si vous n'avez pas quelque chose et votre voisin là, je crois que c'est un atout. Mais vous avez à discuter avec lui pour voir. Dans ces conditions, lorsqu'un jour... Le n'est pas encore un pays producteur, officiellement en tout cas, mais lorsque on n'a pas encore du pétrole. Lorsque le pays duquel vous dépendez décide de fermer ses frontières et décide de ne plus vous approvisionner en ce carburant, vous voyez un peu les impacts sur l'économie béninoise. Oui, tout à fait. Ce sera comme si toutes les activités... C'est pourquoi je crois que, comme nous le disons tout à l'heure, il faut travailler pour que on quitte le cadre de l'informel pour aller au formel, que ce soit un accord entre les deux États et que le Nigeria puisse nous approvisionner. Et là, on ne doit plus fermer les frontières. Il y a des règlements quand même qui obligent le Nigeria à ne pas fermer ses frontières. D'accord. Très bien, merci. Merci à vous deux d'être passés dans cette émission. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission Week Echo et tout de suite nous allons parler en dossier de la semaine de ce sujet d'actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous le savez très bien, la révision des tarifs et surtout à la hausse des produits GSM. C'est tout de suite. Depuis mercredi dernier, les abonnés aux produits GSM ont constaté, avec beaucoup de désolation, le changement tarifaire des prestations des réseaux de téléphonie mobile. Écoutons d'abord quelques réactions des utilisateurs de ces produits et nous recevons notre invité. J'ai un groupe là que moi j'ai créé, je suis avec des partenaires, d'accord, et ce sont les affaires que nous faisons mais depuis le matin, vous voyez ça? Je sais, mais ça ne passe pas. Un pays sans Internet, c'est un pays qui est coupé du reste du monde. Un pays sans Internet, c'est un pays qui est avec les yeux ouverts. Un pays sans Internet, c'est un pays qui est sourd, malgré ses oreilles. Depuis 0 heure, moi j'ai d'abord constaté un flottement au niveau de l'Internet. Et les heures qui ont suivi, sinon je dirais les minutes qui ont suivi, puisque moi je suis resté en éveil jusqu'à environ 1 heure ou 2, j'ai constaté que carrément c'était une suspension. Je ne sais pas s'il faut appeler ça suspension, mais c'est un peu comme si on était carrément limité à Internet, où on n'avait plus du tout droit à Internet. Jusqu'à ce matin, ça a continué. Bizarrement, tout à l'heure, à l'instant, il y a MTN qui nous a même envoyé un message comme quoi pour s'excuser de désagréments, de ci, de ça. Je ne sais pas pourquoi une telle situation, mais c'est déplorable. Qu'on passe une journée, oui, bientôt une journée, il est 16 heures environ, donc une journée entière sans Internet dans un pays en voie de développement, c'est une grande perte. Il y a étoile 130 dièse, ça aussi c'est, voilà, ça met problème de connexion au code IHM non valide. J'ai tout fait, et puis on me dit, quand je mets, on me dit que service maintenance c'est plus tard, et je dis mais il se passe quoi réellement? Est-ce que c'est la mesure là dont ils ont parlé, c'est ça qui est en vigueur? Je ne sais pas. Avant on parlait du ministère de la Communication, mais ils ont associé à ça du numérique. Si aujourd'hui ils sont en train de, ce que je constate là, ça continue, c'est-à-dire que ces mesures sont en contradiction avec les efforts qu'ils sont en train de fournir. Un pays sans Internet, c'est un pays qui est coupé du reste du monde. Un pays sans connexion, c'est un pays qui n'existe même plus, qui existe de nom. Il faut qu'il y ait l'Internet. On ne sait pas si c'est à cause de la fibre optique ou bien si c'est, j'ai entendu parler du relèvement des taxes par rapport au GSM. Mais
les GSM gagnent beaucoup, il faut qu'ils contribuent au budget de l'État. Le relèvement ne peut en aucun cas avoir d'impact sur l'Internet. Si les GSM font ça, l'État doit prendre ses responsabilités et pouvoir sévir avec la force nécessaire. S'il n'y a pas d'Internet dans les entreprises qui sont connectées maintenant ne peuvent plus travailler correctement. Sans Internet, il n'y a pas de développement. Nous avons laissé les tâches manuelles et nous sommes fiés à l'Internet. Si l'Internet ne peut plus marcher, ce n'est plus la peine. Nous marchons en reculant. Donc il faut que l'État fasse tout pour que l'Internet puisse être au top. Sinon, nous risquons d'être les derniers sur la planète. Et voilà, vous venez de les écouter, la désolation de quelques abonnés, la surprise, ils ne comprennent pas. En tout cas, nous sommes sur ce plateau pour parler de cette actualité. Nous recevons Franck Kouyami. Franck Kouyami, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes spécialiste des télécommunications. Et à part ça, vous faites quoi d'autre? À part ça, je suis également président d'une association qui est le Forum sur la gouvernance d'Internet au Bénin, qui est en fait un cadre d'échange entre les différents acteurs de l'écosystème d'Internet sur des questions tout à fait. Comme celle qui nous réunit ce matin. Vous êtes vraiment le bienvenu sur ce plateau. Merci. Pour nous aider à comprendre justement ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Patrick Adiagbodjou, bonjour. Bonjour, Rokakwin. La pleine forme? Tout à fait. D'accord, c'est vous qui nous avez réalisé cette Vox Populi. Vous avez suivi également, c'est pas tout ce que vous avez diffusé aux téléspectateurs que vous avez entendu beaucoup de choses que vous allez certainement partager avec nous sur ce plateau. Ben, déjà sur la Vox Populi, je voudrais demander à notre consultant ses impressions. Eh bien, je regrette de ne pas avoir fait partie de l'échantillon que vous avez interrogé parce que... Ben là, vous êtes sur le plateau. Mais bon, disons que s'il m'avait été donné la possibilité d'intervenir dans ce Vox Populi, disons que j'aurais même été plus loin que ceux que vous avez interrogés. Je suis entièrement d'accord avec eux et je pense qu'ils ont été quand même très, très gentils. Vous allez aller au-delà? Bien sûr. En disant? Simplement parce que je connais le secteur, je sais comment ça fonctionne. Je dis, on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Cette taxation, enfin, cette contribution, puisque dans le décret, ce n'est pas taxe, c'est contribution. Écrit, oui. Cette contribution, aujourd'hui, déstructure tout le secteur. Nous sommes dans un pays où qu'on souhaite transformer en plateforme des services numériques pour l'Afrique de l'Ouest. Cela demande que ces services numériques soient accessibles, disponibles et accessibles surtout à un coût abordable. Aujourd'hui, les nouveaux tarifs d'Internet risquent de nous faire passer derrière des pays comme le Zimbabwe. Attendez, c'est le Zimbabwe là. Disons. C'est pas derrière la Corée du Sud. Le Zimbabwe est à quelle position actuellement en Afrique? Oui. Bon, ils sont très près du top dernier. Du bas de l'échelle. Oui, voilà, exactement. Et cette taxation va nous faire passer dans les grands indicateurs internationaux derrière des pays comme le Zimbabwe. On a suivi les autorités qui ont donné les raisons pour lesquelles on a décidé de relever ces taxes. C'est pour ne pas permettre la mort des entreprises de GSM, parce que vous savez très bien, avec des applications telles que WhatsApp aujourd'hui, on a dit des gens préfèrent ne plus appeler par la voie normale. Avec les applications, on appelle et puis ça fait des manques à gagner aux sociétés. Alors, cet argument particulier, moi, me fait rire. Me fait beaucoup rire parce que qui connaît le secteur des télécommunications et l'évolution du secteur des télécommunications sait que c'est quelque chose auquel il faut s'attendre. Mais par contre, dans le même temps que vous avez, et encore, je me munis toujours du rapport annuel d'activité de l'ARCEP, j'invite tous ceux qui peuvent aller le télécharger à se rendre... C'est en ligne? Oui, c'est en ligne. L'ARCEP, de ce côté-là, a fait un excellent travail. Il nous a fourni des éléments d'analyse. J'invite tous ceux qui peuvent y accéder, d'accord, à se rendre à la page 48 du dit rapport qui récapitule un peu l'évolution des trafics téléphoniques au Bénin. Et ça dit quoi, très rapidement? Très rapidement, ça dit que seul le trafic international a baissé d'une proportion d'environ 100-150 millions. Par contre, le trafic domestique a explosé de plus 60%. On a gagné 2 milliards.
d'accord, sur le trafic domestique, c'est-à-dire qui reste à l'intérieur du pays. Dans le même temps que le trafic international a baissé, d'accord, le trafic SMS également a baissé. Mais les services annexes qui ont été développés par les opérateurs de téléphonie mobile, je veux parler principalement du transfert d'argent, d'accord, via les réseaux mobiles. Donc, Mobile Money ou Move Money, Move Flow, ça a explosé. Aujourd'hui, on est à près de 2000 milliards de transactions. D'accord. Aujourd'hui, ces transactions se font au détriment d'un secteur, c'est le secteur bancaire. Tout à fait. Les opérateurs de téléphonie mobile ne sont pas soumis aux mêmes contraintes réglementaires que les banques. Je n'ai jamais entendu un ministre de l'économie et des finances se plaindre que le mobile money fait concurrence à la banque. D'accord. Aujourd'hui, avec l'introduction de la 4G, c'est un phénomène mondial. On sait que les trafics vont chuter. Mais au Bénin, écoutez, tous les indicateurs sont verts sur le trafic domestique. C'est le trafic international qui est touché, mais dans une moindre proportion. Et c'est un truc qui est normal. Vous ne pouvez pas faire de la 4G, introduire Internet mobile, d'accord, sans vous attendre à une chute du trafic international. C'est un phénomène. Tous les pays qui ont introduit la 4G, avant nous, la France, les États-Unis, l'Asie du Sud-Est, même notre voisin de l'Est, le Nigeria, ils ont fait face à ça. On s'attend tous et les opérateurs savent aujourd'hui que les nouveaux centres de profit ne sont plus sur les services classiques, mais sur les services data. La preuve, ils sont tous dans leur offre de services, des offres spécifiques qui permettent d'adresser des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Parce que aujourd'hui, ils veulent étaler les coûts. Ils savent que plus ils ont d'abonnés, plus ils maximisent leurs revenus. Et si leurs revenus sont maximisés, l'État finit par trouver ce qu'il cherche. Mais aujourd'hui, quand on met en place ces taxes, qu'est-ce qu'on fait? Tous les gens qui faisaient activer forfait 500, 500, 500 ou en dessous, là, ils sortent des radars. Comment ils sortent des radars? Comment? Mais écoutez, une offre qui coûtait 500 aujourd'hui, qui coûtait 500 avant le 19 septembre, date importante dans l'histoire du Bénin qu'il faudra retenir désormais. Une offre qui coûtait 500 qui vous permet d'avoir un giga. Aujourd'hui, vous ne l'avez plus, l'offre a disparu. L'offre qui se rapproche le plus de ce truc, d'accord, avec réseaux sociaux, c'est 2 gigas 15 000. Voilà un exemple simple. 2 gigas 15 000. Oui, 2 gigas à 15 000. Alors qu'autrefois... Avec 500, vous avez 1 giga tous les 2 jours. Donc, par mois, vous pouvez espérer au total 15 gigas au total pour environ... Mais dites, vous pensez que cette décision du gouvernement, est-ce que c'est un recul désormais? En termes de pouvoir d'achat, je suis désolé, en termes de pouvoir d'achat. Parce qu'avant de prendre cette décision, le gouvernement a peut-être bien analysé les justement, contours. À propos de cette analyse, nous attendons toujours les chiffres. Sur plusieurs forums, à plusieurs moments, sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, et même ici, sur les plateaux de BB24, dans une émission précédente, j'ai demandé au nom de la communauté à avoir accès aux éléments de prise de décision qui ont permis cette prise de décision. Au nom de l'ensemble des associations qui militent aujourd'hui pour le retrait de ce décret-là. J'ai demandé à avoir accès à ces éléments, aux éléments de prise de décision. On ne les a pas, on ne sait pas. Sur quelle base? On dit les opérateurs se plaignent. J'aimerais bien savoir quel opérateur se plaint. J'aimerais bien savoir quel opérateur se plaint aujourd'hui. Et le risque encore, les rumeurs circulent comme quoi les fournisseurs d'accès Internet pourraient être impactés par la mesure. Et ça, c'est inconcevable. Parce que autant les services OTT font concurrence aux services classiques d'un opérateur de téléphonie mobile, c'est-à-dire que le voix sur IP, par exemple, va faire concurrence aux appels classiques, autant fournisseurs d'accès Internet, ils vendent quoi à part Internet? Je nous pose la question. Un fournisseur d'accès Internet, comme Jenny SA, comme Isocel, comme Sud Télécom, ainsi de suite, tous les fournisseurs d'accès, là, ils vendent quoi à part Internet? C'est leur cœur de métier de vendre Internet. On va leur demander encore de discriminer un trafic OTT qui fait concurrence à quel service? Vous savez, est-ce qu'on a dans ce pays un fournisseur de services OTT qui est capable de fournir son service OTT sans une connexion Internet? Dites-nous, devant le fait accompli, vous pensez que des entreprises naissantes, même les entreprises qui existent déjà et qui vivent exclusivement de l'Internet, vont disparaître? Disons qu'aujourd'hui, tout ce qui est communication digitale est impacté parce que la communication digitale se fait exclusivement sur les réseaux sociaux, d'accord? Principalement sur les réseaux sociaux. Peu de gens maintenant vont visiter des sites web. Les entreprises l'ont compris, hein, elles ont déplacé leur cible de communication vers les réseaux sociaux parce que quand vous faites un message sur les réseaux sociaux, tous ceux qui vous suivent ont accès à ce message-là. Le gouvernement lui-même l'a compris. D'accord? Le gouvernement communique principalement sur les médias sociaux aujourd'hui. Eh bien, avec ces nouveaux coûts, il vous faut environ 250 000, voire plus, pour avoir le même volume de données auxquelles vous avez accès dans les anciens plans tarifaires. Une entreprise, une start-up qui
par définition, à sa création, n'a pas beaucoup de moyens. Il n'a pas la capacité d'accéder à des financements structurants comme les banques, et ainsi de suite, d'accord, n'a pas beaucoup de moyens. Comment elle fait pour dégager chaque mois 200 000 alors qu'elle n'a rien là? Ils ont juste l'idée, ils ont juste la volonté. Je nous pose la question, les PME, PMI aujourd'hui sont impactés. Apparemment, avec cette mesure, vous présagez la mort soudaine ou très prochaine le PAGA de ces dit, startups. le PAGA dit que, pas cité parmi ses objectifs, l'assainissement du secteur. Oui. Bon, Oui. on l'a vu. Est-ce que cette mesure ne participe pas de l'assainissement du secteur? Parce que mais l'assainissement du secteur... Vous devez être d'accord tout au moins avec le gouvernement de l'usage ludique, surtout, qu'en font beaucoup d'utilisateurs. Usage ludique, dit-on. Mais je vous dis, le couteau qu'on utilise à la cuisine peut servir à couper la viande ou peut être utilisé par un malfrat pour aller commettre un méfait. D'accord? Est-ce qu'on interdit la commercialisation des couteaux dans ce pays? Les couteaux sont en vente libre dans les supermarchés, dans les marchés de Cotonou. Enfin, de tout le pays. Oui. Est-ce qu'on a interdit l'usage des couteaux? Les coupes-coupes qui sont utilisés par certains coupeurs de route, est-ce qu'on a interdit l'importation des coupes-coupes dans ce pays? Sous prétexte que 2 ou 3 personnes utilisaient ces coupes-coupes pour commettre des méfaits. Aujourd'hui... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par là que c'est vrai. Et une jeunesse, une population a besoin de s'amuser. César lui-même a dit, que veut le peuple? Du pain et des jeux. D'accord? César. La population a besoin de s'amuser. Aujourd'hui, Internet permet de combler ce besoin ludique. C'est le droit des gens de s'amuser. Et ils payent pour s'amuser. Ils activent leur forfait Internet. Ou ils ne le font pas. On fournit le service Internet gracieusement. Je ne connais aucun FAI qui fournisse un service Internet à titre gracieux. Oui. On active des forfaits Internet. Ce qu'on en fait, ça ne regarde que l'utilisateur final. Laissez l'utilisateur final décider. Mais dans un état sérieux, est-ce que vous pensez qu'il faut laisser libre cours à tout le monde d'envoyer sur le net ce qu'il veut? Surtout quand ça critique le gouvernement. Non, oui. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Non. Dans un état sérieux, l'état sérieux aujourd'hui, au XXIe siècle, souhaite que sa population soit informée. Il y a des gens qui utilisent Internet pour s'amuser. D'accord. Il y a des gens qui utilisent Internet pour travailler. Il y a des gens qui utilisent Internet pour apprendre. On veut faire justement la promotion de ceux-là qui utilisent Internet pour... C'est vous, on fera recours à vous, à votre expertise. Oui. Et on me payera. Et je leur dirai, techniquement, c'est impossible. Parce que sur les mêmes plateformes, je m'étais promis de ne pas citer de marque, mais je vais en citer une. Je prends une plateforme comme YouTube. Aujourd'hui, vous avez des vidéos, des clips des artistes qui se meuvent et qui chantent. Vous avez des cours, vous avez des universités qui délivrent des cours via YouTube, qui mettent des vidéos éducatives en ligne, des tutoriels pour réaliser des choses. Comment vous distinguez le téléchargement d'une vidéo ou de clip d'artiste du téléchargement Mais s'ils l'ont dit, c'est qu'ils ont l'assurance que des techniciens comme vous peuvent les aider à le faire, à pouvoir faire la part des choses. Même aux États ou en Corée, on ne sait pas. Dites-nous, on ne sait pas le faire. Entre la colère et l'application de cette décision, à quoi doit-on s'attendre pour calmer un tant soit peu les tensions? Déjà, ça fait 2 semaines que le mouvement Taxe pas mes mots est lancé. Près de 15 000 votes sur une plateforme de pétition. Faute unitaire, hein, pas des votes multiples, faute unitaire. Aujourd'hui, en 15 jours, en 2 semaines, personne n'a appelé quelqu'un pour discuter. Enfin, j'ai vu sur les réseaux sociaux que 2 jeunes étaient allés voir le ministre. Je dis, bon, c'est eux. Aujourd'hui, personne ne nous a appelé pour parler avec nous. On a appris hein, que des mobilisations se font pour être reçues par l'État, le gouvernement. Mais il faut que le gouvernement reçoive les gens et écoute au moins les arguments qu'on a à leur présenter, parce que les solutions existent. Maintenant, est-ce que vous pensez, puisque nous tendons déjà, puisque nous tendons déjà vers la fin de cet entretien, est-ce que vous pensez qu'il est possible pour le gouvernement de revenir sur ce décret? Oui. Mais écoutez, le gouvernement est composé d'hommes. Et je pense que le gouvernement de la République du Bénin a à cœur, le gouvernement actuel de la République du Bénin a à cœur de faire le bien des citoyens. Oui. D'aider les citoyens à mieux vivre. D'accord? Oui. Et
cette volonté est marquée dans les actions prévues au PAG. Oui. Et dans les actions prévues au PAG, le gouvernement a dit assainir le secteur, d'accord, développer les infrastructures et réduire les coûts. Tout à fait. Oui. L'augmentation, enfin, dans quel référentiel une augmentation des coûts est assimilée à une réduction des coûts? D'accord. Voilà, à moins qu'on considère l'augmentation en valeur absolue. Merci. Merci à vous, Franck Kouyami, d'être passé dans cette émission. C'est déjà à la fin. Patrick Kadiagbodjo, merci également à vous. On espère véritablement que les autorités reviennent, revoient à la baisse justement les nouveaux tarifs. Annule ce décret. D'accord. Vous souhaitez l'annulation de ce décret. Il y a d'autres moyens. En tout cas, vous serez consulté en son temps pour proposer les solutions idoines au gouvernement afin que les utilisateurs, les abonnés aux produits GSM puissent aller et utiliser convenablement comme cela se doit cet outil de développement. Merci à vous tous qui êtes restés scotchés, collés à BB24 depuis pour suivre cette émission. Merci à vous. Week Eco, c'est déjà la fin. Merci. Sachez que chaque jour est une opportunité et que vous devez saisir la vôtre dès maintenant. Au revoir et à très bientôt. On se donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 11h. Au revoir.